À vous de juger. À vous de juger. À vous de juger. À vous de juger. Il paraît que c'est à vous de juger. À vous de juger. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de savoir que vous êtes là en train de suivre cette émission. À vous de juger, le premier numéro de la semaine. Et nous allons décortiquer l'accord de principe de Doha signé entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23 AFC. Il faut comprendre cet accord de principe. Pourquoi il est appelé accord de principe? Pourquoi on doit le signer avant d'évoluer? Voilà, c'est pour cette raison que nous intitulons « Comprendre l'accord de principe de Doha ». Je ne serai pas seul. D'ailleurs, c'est difficile que je sois seul pour analyser une thématique comme celle-là. Je suis avec le président de l'association africaine pour les droits de l'homme à SADO, le maître Jean-Claude Katende. Bonsoir, cher maître. Bonsoir. Vous allez très bien. Ça va bien, monsieur Émile. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, après la signature de l'accord de principe entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23 AFC, qu'est-ce qui va suivre? Qu'est-ce qui va suivre? Qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre après la signature de tous ces accords? La position du cardinal Ambongo après la signature aussi de l'accord de paix signé aux États-Unis entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Vous avez suivi sa réaction. Est-ce que parce qu'il n'aime pas le régime en place, parce que la tête de Tshisekedi n'est pas agréable à ses yeux, qu'il a dit tout ça, ou simplement il a droit de le dire en tant que citoyen congolais? Et vous allez suivre tout ça. Les dialogues intercongolais restent toujours d'actualité. Et sous quel format? On est en train de chercher la paix, le retour de la paix dans la partie orientale. Et une fois que cette paix est acquise, à quoi servira-t-il encore le dialogue intercongolais que prônent beaucoup de Congolais d'ici, de l'opposition, de la société civile et d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on peut entendre par les camps de la patrie et avec quelle finalité? Voilà les sommaires de l'émission. Mesdames et messieurs, à vous de juger ce parti. À vous de juger. Il paraît que c'est à vous de juger. À vous de juger. Et vous avez suivi et vous continuez à suivre attentivement d'ailleurs tout ce qui se passe dans les fronts à la recherche de la paix dans la partie orientale. Je voudrais que les Congolais qui nous suivent découvrent au travers vos mots ce que vous comprenez par l'accord de principe. Merci pour la question, monsieur Émile. Je pense qu'il ne s'agit pas d'un accord de principe. Il s'agit par contre d'une déclaration de principe. En fait, ici, les partis qui sont autour de la table, le gouvernement du Congo, de notre pays, et les rebelles de l'AFC M23 se sont mis d'accord avant d'arriver à l'accord de paix sur les principes qui vont devoir guider la rédaction ou la négociation, n'est-ce pas, de l'accord de paix. Je prends par exemple, il y a un principe qui est dégagé dans cette déclaration de principe, c'est celui du respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Ceci voudrait dire que dans l'accord de principe, les M23 ne peuvent pas continuer à clamer qu'il va garder les villes de Goma et de Bukavu comme si ces villes devenaient un pays à part. Le principe de l'intégrité territoriale va interdire au M23 de faire pareille réclamation. Un autre principe,
c'est d'étendre l'autorité de l'État à l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. Et nous savons tous qu'à ce jour, l'autorité de l'État est détenue par le gouvernement de Kinshasa, pas par le M23. Cela voudrait dire, en d'autres termes, que le M23 va à un moment donné, même s'ils disent que cela n'a pas été mentionné, mais cela est sous-entendu, va pouvoir se retirer moyennant des conditions qui vont être discutées des zones qui sont occupées aujourd'hui. Donc, cette déclaration pose les principes qui vont guider les négociations et la rédaction, n'est-ce pas, de l'accord de paix entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les M23. Très bien. Mesdames et messieurs, vous avez compris ce que ça signifie l'accord de paix, l'accord de principe et consorts. C'est différent. Donc c'est différent, si je comprends bien, entre l'accord de paix et la déclaration de principe. La déclaration de principe, en fait, pose les idées fondamentales qui vont aider les parties à négocier l'accord de paix. Parce que l'accord de paix aura plus de détails que la déclaration des principes. Vous voyez, je disais que dans la déclaration de principe, on dit que l'autorité de l'État doit s'étendre à l'ensemble du territoire national, mais on ne dit pas que le M23 va devoir se retirer des zones qu'il occupe. Très bien. Alors maintenant, dans la discussion qui va s'en suivre, pour la mise en œuvre de ce principe de l'occupation totale de l'autorité de l'État sur l'ensemble de la République, le M23 va poser ses conditions pour se retirer de ces villes-là. Alors, ça commence déjà, il y a une guerre des mots, déjà, dans le préliminaire, entre la partie gouvernementale et le M23. Parce que vous avez suivi le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya, qui a dit qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir. De l'autre côté du M23, on dit le M23 ne reculera pas même d'un mètre. Alors, ça va se passer comment? Déjà au début, il y a incompréhension. Non, je ne pense pas qu'il y a incompréhension. Il y a tout simplement des alertes en fonction des négociations qui vont venir. Chacune des parties va porter toujours la barre plus haut pour obtenir de l'autre le plus de concessions possibles. C'est en fait ça, c'est un jeu entre les négociateurs. Donc, l'alerte du M23, c'est de dire, nous n'allons pas nous retirer même pas des mètres. Ouais. Mais entre-temps, ils ont accepté que l'autorité de l'État soit rétablie sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment ou à un autre, les villes seront rendues au gouvernement de Kinshasa. C'est ce que ça veut dire. Mais chacun monte des enchères pour obtenir de l'autre les plus de concessions possibles. Ce qu'il faut se féliciter avec cet accord, c'est le fait d'abord que le gouvernement du Congo a accepté, en dépit des déclarations qui ont été faites par le président de la République, par les autres membres du gouvernement, de ne jamais se mettre autour de la table avec les rebelles du M23, que quand même les deux parties aient eu la possibilité de se mettre autour de la table et de pondre la déclaration de principe qui a été publiée le samedi. Ça veut dire en d'autres termes que c'est un pas significatif dans la bonne direction. Qui pouvait croire que ce pas serait franchi aujourd'hui quand nous prenons la position des uns et des autres l'année passée? Donc, il y a quand même des lignes qui bougent, même si nous savons que cette déclaration de principe ne contient pas tout ce que nous, en tant que militants de droits de l'homme, en tant qu'acteurs de la société civile, nous aurions voulu obtenir. Mais vaut mieux obtenir quelque chose aujourd'hui que de rester dans une position où on n'a rien.
Très bien. Alors, vous ne voyez pas que le gouvernement part avec un peu plus d'arrogance dans ces négociations? Quand on dit il y a des lignes qu'on ne peut pas franchir. Donc. Mais je ne parlerai pas d'arrogance, je parlerai seulement de stratégie, hein, de négociation. Autant le gouvernement du Congo a des lignes rouges, autant le M23 a des lignes rouges. Hier, on nous a demandé, nous tous, de qualifier, quand on parle devant les médias, de qualifier le M23 de mouvement terroriste soutenu par le Rwanda. Aujourd'hui, on ne parle plus de mouvement terroriste, on parle d'une organisation. On considère que le M23, l'AFC, est une organisation avec laquelle le gouvernement peut aujourd'hui traiter. Donc, les positions qui sont aujourd'hui dites par les uns et les autres, faites par les uns et les autres, je suis sûr que dans l'intérêt de la paix et surtout permettre à ce que les populations de l'Est de la République démocratique du Congo puissent, n'est-ce pas, puissent revivre cette paix qui a été bafouée, rompue depuis plus de 30 ans, que cette paix se restaure petit à petit. Déjà, le fait que les M23 et les gouvernements aient accepté le principe du cessez-le-feu, donc que les armes ne puissent plus crépiter pendant tous ces temps, je pense que c'est déjà un grand avantage pour les populations qui sont toujours menacées, qui sont toujours en déplacement, soit par le fait que les troupes de la République démocratique du Congo, les forces armées de la République démocratique du Congo, se battent pour récupérer les territoires occupés par le M23, et le M23 se bat aussi pour pouvoir conquérir d'autres villes, d'autres territoires. Donc aujourd'hui, avec cette déclaration de principe, il est clair que si les parties sont sérieuses, nous n'entendrons plus parler de Congolais qui meurent du fait de la guerre à l'Est. Alors, Maître Jean-Claude Katende, depuis que les signatures pour la recherche de la paix ont commencé, depuis les États-Unis jusqu'à Doha, il y a certains Congolais qui estiment que le gouvernement a mis de côté d'autres institutions comme le Parlement et les cours et tribunaux. Est-ce que vous partagez cet avis et qu'il y a certaines dispositions constitutionnelles qui sont violées? Bon, ce qui est important aujourd'hui, c'est de constater que il y a une évolution dans le sens de la conquête de la paix par la signature de l'accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, et aujourd'hui une déclaration de principe entre le gouvernement du Congo et les rebelles du M23. Ce qui est déjà une très bonne chose. Mais il y a des choses que nous n'avons pas oubliées. C'est pour ça que je disais qu'il y a des aspects que nous aurions souhaité retrouver dans cette déclaration de principe, mais qui n'y sont pas. C'est notamment la question de la justice. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter que les rebelles, même si le gouvernement ne va plus les appeler rebelles, mais nous, en tant que citoyens, nous savons que ce sont des rebelles. Donc, les rebelles du M23 ne vont pas se permettre de tuer les Congolais comme ils ont fait au début de l'année ici et s'en tirer si facilement parce qu'il y a des négociations, il y a de la paix qui s'impose. Nous continuons à dire qu'il faut que ceux qui se sont rendus coupables de violations de droits humains, graves de droits humains, puissent répondre, qu'ils soient du côté des forces armées de la République démocratique du Congo ou du côté du M23, l'AFC, que ces personnes, à un moment donné, ils doivent répondre de leurs actes devant, n'est-ce pas, la justice. Et ça, c'est très important. Mais il y a aussi la question de la réparation. La question de la réparation des dommages causés par les M23 et l'AFC aux biens des privés comme à la vie des privés comme à leurs biens, ces actes méritent une réparation. Mais
Maintenant, il sera question de voir cette réparation prendra quelle forme. Quelle est la position que occupe Joseph Kabila actuellement? Joseph Kabila, il reste ancien président de la République, il reste notre sénateur à vie. C'est tout. Il n'a pas un autre statut. Apparemment, les actions judiciaires initiées contre lui n'ont pas abouti. Bon, je pense qu'avec la déstabilisation de M. Moutamba, qui était à l'avant-garde de cette question de justice contre le président Kabila, on a l'impression qu'il n'y a plus d'accélérateur sur la question, mais nous aurions quand même voulu, parce que le président Kabila était parti à Goma et à Bukavu pour faire des consultations. Nous aurions, ces consultations ont été rendues publiques, ont été médiatisées. Nous souhaiterions quand même que le président Kabila ou ses proches nous disent quelle est la conclusion de ces consultations. Et dans les contextes actuels, je me demande comment le président Kabila pourrait utiliser les consultations qu'il a faites dans les contextes actuels. Peut-être dans le cadre du dialogue national, il peut relayer les points de vue, n'est-ce pas, des Congolais qui ont pu le rencontrer, mais je pense que dans les négociations actuelles, le plus grand perdant, c'est le président Kabila. Voilà, mesdames et messieurs, on continue avec notre invité, le président de la SADO, maître Jean-Claude Katende. Alors, vous avez suivi également le cardinal Fridolin Ambongo dans son point de presse. A-t-il raison ou tort de se lever contre ce qu'il qualifie de pillage de minerais congolais? Bon, je pense que le cardinal est d'abord citoyen. Il peut donner son point de vue sur la question, comme cela a été dit aussi par d'autres Congolais, dont moi-même, quand vous lisez l'accord l'accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, vous allez vous rendre effectivement compte que on voudrait mettre en place une gestion conjointe, n'est-ce pas, des minéraux, des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Donc nous l'avons aussi dénoncé dans l'accord de paix, mais nous avons aussi dénoncé le fait que la justice n'a pas été identifiée comme un besoin aujourd'hui pour restaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, en tant que citoyen, le cardinal a tout à fait raison de donner son opinion. Et je voudrais dire ici qu'une opinion n'est pas une décision. Effectivement. Et ce que le cardinal a dit, il ne pourra pas l'appliquer. Maintenant, en tant que pasteur, et surtout quand on considère que la CENCO et les CC sont aujourd'hui en train de mobiliser le Congolais, n'est-ce pas, en faveur du pacte social. Est-ce qu'en tant que pasteur, en tant que médiateur ou membre de la médiation qui est en train de se mettre en place, est-ce que le cardinal devrait parler de cette manière-là? Voilà la question à laquelle je donne la possibilité à chacun de répondre, parce que quand vous êtes berger, quand vous occupez un certain niveau au sein du pays, je pense que sur certaines questions, il y a ce qu'on appelle les devoirs de réserve. Vous insistez trop sur la justice qui devait être appliquée dans tout ce qui se passe dans la partie orientale de la RDC. Mais si on applique la justice, à quoi servirait tout le traité qu'on est en train de faire aujourd'hui? Parce que la justice est dure. Non, il faut supporter. Non, il faut dire que l'accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo n'exclut pas de manière expresse la question de justice
comme aussi la question, n'est-ce pas, des réparations. Donc ce n'est pas exclu. Mais nous aurions souhaité que cette question soit inscrite à l'ordre du jour. Pour quelle raison? Vous vous rendez compte, aujourd'hui nous sommes en train de militer pour que les génocides congolais soient reconnus. Mais il n'y a pas de génocide sans auteur. Ouais. Hein? Il n'y a pas de génocide sans responsable. Et s'il y a responsable, ça veut dire en d'autres termes qu'il y a des charges qui sont à mettre sur sa tête et ces charges appellent la réparation quelle que soit sa nature. Nous voulons que la justice agisse pour une raison tout à fait simple. C'est pour éviter que ce que les gens ont fait hier, ils puissent le répéter aujourd'hui et ils puissent le répéter demain. Vous allez bien voir que dans le M23, il y a des gens là-bas qui étaient dans le CNDP. Il y a des gens là-bas qui étaient dans RCD, Goma. Il y a des gens là-bas qui sont aujourd'hui au M23. Mais ces personnes, quelles que soient les revendications qu'elles ont, continuent à faire la même chose parce qu'ils n'ont jamais été interpellés par la justice. Et la justice, c'est un élément important dans la solidification de la paix. Il y a eu génocide au Rwanda. Est-ce qu'il n'y a pas eu un tribunal sur le Rwanda? Est-ce qu'il n'y a pas eu les Gachacha? Pourquoi ce qu'on a fait au Rwanda, on ne peut pas le faire en République démocratique du Congo? Bon, c'est ça la question que tout le monde se pose. Mais oui, c'est ça la question. Qui va donner la réponse? C'est ça la question que tout le monde se pose. Je pense que le président de la République a donné la réponse en disant que nous n'avons jamais exclu la question de justice, la question des réparations et la question des pillages des ressources naturelles de la République démocratique du Congo constituerait pour le président de la République une ligne rouge qui ne permettra pas qu'on franchisse. Donc, aujourd'hui, nous avons eu la réponse du président de la République. Ce qui veut dire que nous, les organisations de droits de l'homme, comme les autres citoyens, nous avons le droit de pouvoir analyser l'accord qui a été signé à Washington, la déclaration des principes signée à Doha, parce que ces documents sont signés par des mandataires, en fait, des personnes dont le rôle à un moment donné est de rendre des comptes aux citoyens que nous sommes. Et donc, ce n'est pas malvenu que quelqu'un comme moi, comme vous, nous puissions prendre la parole pour analyser cet accord. Les conséquences positives ou négatives de cet accord peuvent aussi nous atteindre. Et donc, ils sont allés signer au nom de la République. Personne n'a signé ces documents en son nom personnel ou de la famille. Et la République, c'est aussi les citoyens congolais. Et nous avons le droit de dire que c'est vrai, l'accord de Washington, comme la déclaration des principes, sont des pas importants dans la conquête de la paix, mais ces pas importants ne sont pas suffisants parce qu'il y a des éléments importants pour consolider la paix, pour restaurer la paix, qui sont oubliés. Et il faut que ces éléments soient inscrits à l'ordre du jour pour permettre à ce que ceux qui ont tué des Congolais pour accéder au pouvoir, ceux qui ont tué les Congolais pour conserver le pouvoir, ne puissent pas et surtout pas le répéter demain ou après-demain. Qu'est-ce qui a fait, Maître Katende, que la signature de cet accord de principe, déclaration de principe des Doha, puisse attirer quand même autant de curiosités de plusieurs personnalités qui ont réagi positivement, qui ont salué, je vois le Rwanda a réagi, la France, ici en RDC, à l'interne tout comme à l'externe, beaucoup de déclarations qui encouragent toujours. Pourquoi est-ce que ça a attiré quand même l'attention de beaucoup de gens comme ça? D'abord, la présence des États-Unis. La présence des États-Unis derrière toutes ces négociations, c'est déjà un élément important pour attirer l'attention de toute la communauté internationale. Deuxième élément, c'est le fait que malgré que nous aurons la paix,
M. Trump, le gouvernement américain, ne les fait pas pour nos beaux yeux. Ils ont besoin d'accéder aux minéraux critiques de la République démocratique du Congo. Il n'y a personne qui se cache pour cela. Mais aussi, un autre élément important, c'est le fait que nous avons vécu 30 ans de guerre, 30 ans de pillage, 30 ans de massacres des Congolais. 30 ans de guerre, 30 ans de pillage de ressources naturelles de la République démocratique du Congo, mais tout le monde avait la bouche fermée. Et aujourd'hui, il y a une porte qui s'ouvre vers la paix. Donc ça ne peut qu'attirer l'attention de tout le monde pour se dire, mais comment d'un coup, un conflit qui a duré plus de 30 ans va se résoudre dans moins d'une année? Donc ce sont des éléments qui font que l'attention de tout le monde se porte sur ce conflit ou sur ces accords. Mais il ne faut pas oublier aussi que la République démocratique du Congo, en termes, n'est-ce pas, de position géostratégique, c'est un pays important. Ouais. Mais non, en termes aussi de minéraux stratégiques, la République démocratique du Congo, c'est un pays important où les grandes puissances aujourd'hui se battent pour contrôler les minéraux critiques. Et donc tous ces éléments font que la République démocratique du Congo ne peut qu'attirer l'attention des uns ou des autres. Une question de téléspectateurs qui voudrait savoir si aujourd'hui on peut considérer les États-Unis d'Amérique comme un nouveau parrain de la République démocratique du Congo ou tout simplement comme un partenaire envieux. D'abord, je dois rappeler, et je ne cesse de le dire, que le Rwanda n'a pas de moyens pour envahir le Congo. Très bien. Les soutiens et les moyens qui ont permis au Rwanda d'envahir le Congo, tout le monde le sait, c'est venu des Américains. L'appui qui a permis au Rwanda de conquérir le Congo est venu des Américains. Et ce sont aujourd'hui ces mêmes Américains qui disent non, on veut faire les choses proprement parce que les entreprises, les multinationales ont eu accès à ces minéraux de manière sauvage. Et aujourd'hui, ils veulent y aller de manière propre. Et donc, on comprend bien l'intérêt que les États-Unis portent sur notre pays. Mais n'oubliez pas qu'une grande partie des minéraux critiques de la République démocratique du Congo, à ce jour, est entre le contrôle des Chinois. Voilà. Et donc, les États-Unis veulent participer aussi à la distribution de la manne. Raison pour laquelle le cardinal Fodolin Ambongo se lève et dit non, on a peur de Trump. Est-ce que les Congolais ont peur de Trump? Les autorités congolaises ont-ils peur de Trump? Ou tout simplement, c'est gagnant-gagnant? Ça, c'est une question qu'il faut poser au président Tshisekedi et à Madame la Première ministre. Mais tout ce que nous savons, c'est qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo se trouve dans un état de faiblesse. De faiblesse parce que les données sur terrain sont au profit du M23, l'AFC. Et est-ce que vous pensez que si tous les territoires aujourd'hui, sous le contrôle du M23, l'AFC, étaient récupérés par le gouvernement de la République démocratique du Congo, on négocierait dans la même position? Donc voilà les questions qu'il faut se poser. Et donc, celui qui a en fait le contrôle du processus, c'est beaucoup plus les Américains qui ont la capacité de faire pression sur les M23 et sur le Rwanda que le gouvernement de notre pays. Alors, revenons un peu au pays, ici pour parler du dialogue de ce pacte de la paix ou pacte de paix que prône l'Église catholique et les CC. C'est toujours à l'ordre du jour? Bien sûr. Le dialogue va au-delà seulement de questions de paix. Les questions de paix seront comprises dans le dialogue, mais le dialogue va au-delà. Le dialogue, pour moi, va aborder les questions liées aussi, n'est-ce pas, à la gouvernance du pays, de manière générale.
Mais avoir servi les élections. Non, mais vous pensez vraiment que les élections telles qu'elles ont eu lieu en 2018, les gens sérieux peuvent se dire qu'on prépare d'autres élections qui se passeront dans les mêmes conditions? Non. Au-delà de questions de paix, il y a d'autres questions de gouvernance. Tous les détournements des deniers publics qu'on décrit, vous pensez que ce n'est pas une préoccupation de tous les Congolais? Mais en quoi le dialogue va résoudre quoi que ce soit? Le dialogue ne va pas résoudre, mais le dialogue pourrait poser un certain nombre de principes, exiger des hommes politiques, des engagements importants pour que la paix soit durable, mais aussi pour que la gouvernance s'améliore. On ne peut pas accepter un seul instant qu'un groupe d'individus, parce qu'ils sont autorités du pays, puissent s'accaparer de la grande partie des richesses produites par le Congo, tout simplement parce qu'ils sont dans cette position-là. Mais où est la loi de la République pour régler tout ça? Mais la loi de la République, elle existe. Mais la question que vous alliez me poser, c'est celle de savoir pourquoi cette loi n'est pas appliquée. Voilà les questions dont on doit débattre. Pourquoi, par exemple, le président Tshisekedi voulait menacer les gens pour changer la Constitution? Pourquoi? Ce sont des questions importantes. Lui qui... Il n'en parle plus. Non, mais lui... Il avait osé, mais il n'en parle plus. Non, mais lui qui, dans le passé, était contre la modification de la Constitution, pourquoi aujourd'hui il se lance dans cette modification ou ces changements de Constitution en menaçant les autres citoyens? Pour quelle raison? Pour quelle raison c'est lui qui dit que la Constitution ne devrait pas être changée, doit être menacée par le président de la République? Pour quelle raison? Il n'y a pas de raison. Donc, le dialogue va traiter des questions qui vont au-delà de la paix, mais aussi des questions qui doivent consolider la paix. Mais maintenant, la question, c'est vrai que la CENCO, comme les CC, sont vent debout pour que ces dialogues puissent avoir lieu. Mais la question que nous devons tous nous poser, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons des hommes et des femmes dans notre classe politique qui soient capables d'appliquer des principes qui profitent à tout le monde? Voilà la question fondamentale qu'il faut se poser. Ça, c'est la question fondamentale. Parce que les pactes social pour le bien-être va dégager des engagements, va dégager des principes. Mais est-ce qu'avons-nous une classe politique qui peut travailler de manière désintéressée pour que les principes-là, même s'ils vont à l'encontre de leur propre vision, de leur manière de voir le monde, puissent être appliqués? Voilà la grande question. Le vrai défi est là-bas, parce que ce n'est pas la CENCO, ce n'est pas l'ECC qui viendra pour appliquer les principes, n'est-ce pas, qui vont être dégagés dans le pacte social pour le bien-être. C'est en fait la classe politique qui va le faire. Il peut y avoir le concours des hommes de Dieu, mais eux, ils ne sont pas appelés, compte tenu de leur position, à diriger le pays. Donc vous aussi, vous soutenez les dialogues? Mais moi, je ne vois pas. Moi, je dis, moi, j'ai toujours été clair. Je soutiens le dialogue, pas pour se partager le pouvoir, parce que j'estime personnellement que si le dialogue conduit à la transition politique, ça va être un recul. Un recul. Il ne faut pas que tous les 10 ans, que la République démocratique du Congo revienne à la transition. Nous devons consolider notre démocratie, même si elle boite, pour permettre à ce que le président Tshisekedi aille jusqu'à la fin de son mandat. Et qu'en 2018, qu'on organise... En 2028, excusez-moi, qu'on organise les élections, que le président Tshisekedi ne cherche pas un autre mandat, qu'il se retire comme le président Kabila s'était retiré, et qu'en 2028, qu'on ait un autre président. Aujourd'hui, excusez-moi, maître, est-ce que vous pensez que le président Tshisekedi ne peut pas utiliser des arguments tels que mon mandat a été émaillé de guerre et de ceci, je n'ai pas bien gouverné à cause des rebelles, de ceci, de cela? Ça, c'est pas, il continue à gouverner. C'est lui qui devrait prendre
en fait, ses responsabilités pour que les territoires-là et son gouvernement prennent des responsabilités pour que les territoires ne soient pas occupés. Quelque part, ils ont failli à leur mission de protéger les Congolais. C'est clair, ils ont failli à leur mission de protéger les Congolais. Qui ne cessait pas de nous dire que l'armée de la République démocratique du Congo était en train de monter en puissance? N'est-ce pas le président de la République? N'est-ce pas M. Mouyaya, le ministre de la Communication? Ça veut dire en d'autres termes qu'ils étaient en train de mentir les Congolais. Ils savaient que l'armée ne marchait pas, mais tout le temps, ils étaient là à nous dire des choses qui n'étaient pas vraies. Et aujourd'hui, la situation sur terrain démontre effectivement qu'il y a des problèmes sérieux dans l'armée et que la montée en puissance dont parlait le président de la République et souvent les ministres de la Communication n'était pas quelque chose de vérifiable, de vrai. Ou soit on les a trompés, ou soit eux-mêmes ils se sont trompés. Est-ce que vous pensez qu'il y a mieux que Tshisekedi? Encore mieux que Tshisekedi à la tête au sommet de l'État? Non, je dis ceci. Nous sommes 5 millions de Congolais. Et vous pensez vraiment que, à part, nous mettons le président Tshisekedi à part, dans le reste de la population là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui peut mieux faire que le président Tshisekedi? Ce n'est qu'une question. Hein? Non, c'est une question. Mais il faut dire que moi j'ai toujours dit, les défis aujourd'hui de la République démocratique du Congo exigent à ce que, à chaque poste de responsabilité, qu'on mette les meilleurs d'entre nous. Qu'on mette les meilleurs d'entre nous. Donc, le président Tshisekedi est en train de diriger le pays en fonction de ses propres compétences, en fonction des défis qui sont de son temps, en fonction des hommes qui l'accompagnent dans la réalisation de cette mission-là. Et c'est en fonction de tous ces éléments qu'on va juger si le président Tshisekedi était capable. On ne le fera pas aujourd'hui, mais on le fera en 2028, quand il sera parti du pouvoir. C'est en ce moment-là qu'on fera le bilan pour voir qu'est-ce que le président a fait. Est-ce qu'il était vraiment à la hauteur, n'est-ce pas, de diriger le Congo? Il y a des domaines dans lesquels le président Tshisekedi réalise des choses qui sont bonnes, mais il y a aussi des domaines dans lesquels on sent qu'il y a un déficit. C'est tout à fait normal. Nous avons analysé l'an 1 du gouvernement soumis ici, sans vous. Je pense qu'on n'a jamais traité cette question avec vous. Est-ce qu'il y a quelques forces que ce gouvernement a dégagées durant sa première année, que vous avez retenu quand même? Oui, mais est-ce que vous pensez que sans ce gouvernement, on pouvait arriver à signer l'accord de Washington et la déclaration de principe de Doha? C'est quand même des efforts qu'il faut mettre à l'actif du président Tshisekedi. Le fait d'avoir mis le Rwanda de manière tout à fait claire sur les projecteurs de la communauté internationale ont permis à ce que aujourd'hui qu'on arrive, par exemple, pour certains États, à prendre des sanctions contre le Rwanda. Et imaginons que la même posture que le président Tshisekedi a eue vis-à-vis du Rwanda ait été celle du président Kabila depuis qu'il avait accédé au pouvoir. Je pense que nous n'aurions pas fait, en fait, 30 ans de guerre dans ce pays-ci. Je crois que ces efforts, il faut le reconnaître. Cela ne veut dire que si le gouvernement a des faiblesses, notamment le fait qu'on ait tué le Congolais, on ait pris certains des territoires, le gouvernement a des forces. Ne pas le reconnaître, c'est être un mauvais analyste. Très bien. Mesdames et messieurs, on continue. Nous sommes en train de chuter, mais il y a des questions qu'on avait prévues autrefois, mais le maître n'était pas venu. Il doit quand même en répondre. Que risque M. Constant Mutamba? Ça, c'est une question de droit. Bon, on va suivre les débats. On va suivre les débats. M. Mutamba a toutes ses chances conformément à la Constitution. Jusqu'à présent, il
s'ensuit de la présomption d'innocence. Il reviendra à ses avocats de pouvoir faire du bon travail et de démontrer aux juges que les choses ne sont pas telles que les procureurs les a vues. Donc il a toutes ses chances d'être acquitté, mais il a aussi toute la malchance aussi de ne pas être acquitté. Mais au vu des éléments aujourd'hui, on ne peut pas dire que M. Moutamba, par le fait qu'il est traduit en justice, qu'il a tous les risques de son côté. Je ne pense pas. Tout ce que nous pouvons demander est que ce dossier soit analysé sans passion et que les juges puissent le faire de manière indépendante pour que la vérité puisse triompher. Si M. Moutamba n'est pas responsable des faits qu'on a mis à sa charge, qu'il soit acquitté. Et dans le cas où on prouve, on apporte des preuves qu'il est responsable des faits que le procureur général met à sa charge, qu'il soit condamné. Je pense que de tous les côtés, que M. Moutamba soit condamné ou qu'il soit acquitté, il y aura des leçons que nous allons tirer pour l'avenir de la République. Ouais, parce que cette question-là nous est venue d'une étudiante de l'UNIKIM qui voudrait savoir si une fois le crime de détournement, on peut parler de crime de détournement? Infraction. Infraction de détournement, merci beaucoup. Ça peut aller la peine peut aller à combien d'années, combien de jours? Oh, c'est dans des dizaines d'années. Hein. Donc c'est une infraction grave. Donc, madame, vous comprenez que ça peut aller à une dizaine d'années si jamais il est condamné. Président, vous avez suivi aussi des arrestations au sein des FARDC. Oui. L'armée qui était en train de monter en puissance, dont vous faisiez allusion ici, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs cadres de l'armée qui ne marchaient pas d'accord avec leur commandant suprême. C'est dommage. Je l'ai dit au début de la semaine pour dire qu'un coup d'État, c'est un recul démocratique. Nous avons tous convenu à Sun City que dans ce pays ici, pour accéder au pouvoir, il faut passer par les élections. Je ne dirais pas que tous les généraux qui ont été arrêtés sont trempés dans le coup. Il revient à la justice d'identifier qui sont impliqués et de libérer les autres personnes qui ne sont pas impliquées. La seule inquiétude que j'ai, c'est de constater qu'il y a plusieurs généraux ou plusieurs militaires qui ont été arrêtés, dont certains sont arrêtés depuis une année et quelques mois, qui n'ont jamais été présentés devant les juges. Mais acquittés? Non, qui n'ont jamais été présentés devant les juges, sont toujours en prison. Okay. Une année et quelques mois, sont toujours en prison. Et ce qui est grave, c'est le fait qu'on ne permet même pas à ces militaires de voir leurs femmes et leurs enfants. Imaginez-vous un militaire qui est arrêté pour des raisons qui peuvent être vraies ou qui peuvent être fausses, mais qui fait une année et quelques mois sans voir sa femme, sans voir ses enfants. Même si la personne a commis des faits graves, on doit rester humain. Là, c'est le droit de l'homme qui parle. Et rester humain signifie qu'il faut appliquer la loi. Et la Constitution de la République démocratique du Congo est claire. Que la personne qui est arrêtée, on doit, dans un délai raisonnable, lui communiquer les raisons pour lesquelles il est arrêté. Permettre à ce qu'il ait des contacts avec les membres de sa famille et ses avocats. Ça, ce sont des éléments élémentaires pour un procès juste et équitable. Je ne peux pas croire un seul instant qu'on se permette de prendre pareille position vis-à-vis de Congolais qui sont en fait mis en cause, mais qui ne sont pas encore déclarés coupables dans une situation pareille. Mais s'il y a eu des généraux ou des militaires
ou des civils qui auraient participé au coup d'État dont on parle, ils doivent répondre de leurs actes, ils doivent avoir le courage de répondre de leurs actes devant la loi et se refuser d'impliquer les membres de leur communauté. Parce que l'infraction, elle est toujours personnelle. Ah. Elle est toujours personnelle. Si moi, Jean-Claude, je commets des faits infractionnels, cela n'entraîne pas ma tribu. Cela n'entraîne pas ma province. Quand je prends la parole ici à votre micro, devant votre caméra, ce n'est pas ma province qui m'a mandaté pour venir parler. Non plus la famille. Et non plus la famille, non plus les gens qui me sont proches. Donc, quand je parle, je dois avoir de la pondération dans ma manière de m'exprimer pour jouir de ma liberté d'expression, mais dans le cadre de loi de la République. Ça s'appelle seulement être républicain. Et ce n'est pas parce que les faits sont tellement graves qu'on ne peut même pas le présenter. Non, les faits, même si les faits sont graves, mais il faut apporter la preuve de cette gravité. Oui, mais comment, Président, nous sommes en train de chercher la paix, on cherche la paix, mais il y a toujours des coups d'État qui sont en gestation. Est-ce que ça s'explique? Oui, ça s'explique parce qu'il y a toujours des gens qui ne comprennent pas que la République ne fonctionne pas avec les coups d'État. Il y a toujours des gens qui se disent je peux être, si j'étais à la place de X, je ferais mieux que lui. Mais Mobutu disait, c'est pas facile d'être le Congo. Et à l'époque, quand j'étais plus jeune, je ne comprenais pas cette phrase. Mais aujourd'hui, je la comprends bien. Donc, diriger les gens, ce n'est pas facile. Et donc, si les militaires veulent le pouvoir, ils doivent enlever la tenue, démissionner de l'armée, créer un parti politique et venir sur la scène politique pour conquérir les voix des citoyens. Très bien. On termine dans 2 minutes, 3. Je voudrais que vous disiez ce que vous n'avez pas encore dit en parlant de déclaration de principe ou encore de l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda. S'il y a encore à dire, je vous laisse le temps. Merci, M. Émile, pour le temps. Je pense que nous avons beaucoup travaillé pour qu'on en arrive à la paix. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se dessine à l'horizon, qui n'est pas encore la paix, mais qui entrevoit la possibilité de la restauration de la paix en République démocratique du Congo. Est-ce que les accords et déclarations qui ont été signés à Washington et à Doha sont-ils suffisants pour garantir la paix? J'ai dit non. Il y a des choses qui manquent, mais ces 2 documents sont déjà des pas très importants dans la conquête de la paix. Nous avons l'obligation de soulever des insuffisances, mais en même temps de soutenir ce processus pour permettre à ce qu'il arrive à la conclusion de la paix. Le soutenir ne veut pas dire soutenir le gouvernement. Nous avons des frères et des sœurs qui sont perpétuellement en déplacement à l'est de la République démocratique du Congo et que donc si ces accords et déclarations peuvent arriver à leur garantir la paix, qu'ils aient la possibilité d'élever leurs enfants, d'entretenir leur maison et d'entrevoir des perspectives meilleures pour leur famille, mais aussi pour leur pays, je pense qu'on ne se refuserait pas de soutenir ces pas importants, ces pas significatifs vers la conquête de la paix, en soulevant bien sûr les insuffisances pour qu'on en tienne compte dans les documents ou dans le processus de paix. Et ces questions qui manquent, c'est notamment des questions de justice, questions très importantes, mais c'est aussi des questions de réparation, questions aussi très importantes. C'est pour permettre à ce que ceux qui ont tué les Congolais hier, qui ont pillé notre pays hier, ne le répètent pas demain. Et que le processus qui est en cours soit vraiment un processus qui rétablit la paix pour toujours entre les Congolais, mais aussi entre les Rwandais et les Congolais. Merci. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi ce premier numéro de la semaine de votre émission À vous de juger. On prend rendez-vous pour demain. Restez branchés sur les antennes de la télé républicaine. Merci à Maître Katende d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, monsieur.
On se retrouve là, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et ses autorités légalement établies. À la prochaine. À vous de juger. 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 Paraît que c'est à vous de juger. À vous de juger.